Rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Merci d'être avec nous. Jean-Philippe Moinet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur et directeur de la Revue Civique. Nous sommes aussi, comme tous les soirs, avec un observateur citoyen, Étienne Fourmont, ce soir. Bonsoir, vous êtes agriculteur à Viré-en-Champagne, dans la Sarthe, et vous êtes... on peut le dire, un électeur de droite. Donc on va vous demander si vous avez une préférence pour un candidat et ce que vous pensez du processus de désignation en cours. Voilà, donc merci à tous d'être avec nous et avec Gilles ce soir. Et on va commencer par planter le décor. Beaucoup de mouvements à droite ces jours-ci. Les choses se précisent. Xavier Bertrand a remporté une première manche, on peut le dire, selon une étude commandée par les Républicains et qui a été présentée hier soir lors d'un bureau politique. Le président des Hauts-de-France est considéré comme le mieux placé pour accéder au second tour de la présidentielle. On voit cela avec Nicolas Fleury. Qui pour représenter les Républicains à la présidentielle? 15 000 électeurs de droite ont répondu à une grande enquête lancée par le parti. Et c'est Xavier Bertrand qui se distingue, notamment sur les thèmes jugés prioritaires à droite. 40% lui font confiance en matière de sécurité, 2 fois plus que Valérie Pécresse. Et surtout, c'est lui qui, d'après le sondage, a le plus de chances de battre Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Xavier Bertrand, c'est lui qui est le plus à même de rassembler la famille politique et qui est le plus à même de remporter cette élection présidentielle pour la grande famille de la droite républicaine. Mais sur la plupart des points, Valérie Pécresse le talonne. Elle est même plus populaire auprès des sympathisants les Républicains. Et le troisième homme, Michel Barnier, pourrait créer la surprise. L'ancien négociateur du Brexit est loué pour sa capacité à gérer des crises et pour sa stature de chef d'État. Il faudra d'abord choisir comment désigner le futur candidat. Entre une primaire ouverte ou un congrès interne, les militants doivent trancher samedi. Alors Gilles, si on résume, Xavier Bertrand est devant, mais il ne plie pas le match non plus. Exactement, c'est exactement ça. En fait, les Républicains, depuis maintenant plusieurs mois, essayent d'inventer des procédures pour éviter la primaire en se disant il y a un truc qui va marcher. Les sondages, en général, ce sondage-là, tout un tas de choses pour essayer qu'un candidat soit réellement en tête et pour éviter le match. Manque de chance, à chaque fois, eh bien, on constate qu'il y a match. Alors là, vous n'avez pas complètement tort. Xavier Bertrand, ça marche plutôt bien parce qu'en intention de vote, ils sont à peu près pareils, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Mais c'est vrai que ce sondage montre que sur 3 items très importants, c'est-à-dire sa proximité avec les Français, sa capacité d'incarner la fonction et surtout sa capacité à battre Emmanuel Macron, ce qui évidemment est important pour des militants républicains, il est quand même assez nettement devant Valérie Pécresse. Devant, mais sans que l'écart soit abyssal non plus. Donc oui, ce sondage montre qu'il est plutôt en avance. Mais enfin, Valérie Pécresse, avec ces chiffres-là, peut encore espérer renverser la table et n'a aucune raison de renoncer. Donc, effectivement, les Républicains doivent décider comment ils désigneront ce candidat parce que rien n'est fait. Donc rien n'est joué. Xavier Bertrand, la primaire, il l'a dit, c'est très très clair, là, il n'en veut pas. Mais il serait prêt à participer à un congrès. Ça peut paraître un petit peu étonnant. On va voir des images qui datent de la rentrée des jeunes républicains avec donc, les jeunes républicains. On va voir leur réaction qui diffère selon que l'on parle de Xavier Bertrand ou de Valérie Pécresse. Alors est-ce qu'on entend des applaudissements clairement pour Valérie Pécresse. Xavier Bertrand qui est hué, qui a quitté le parti des Républicains, Jeanine Halimi. Là, il est partant pour un congrès avec seulement les adhérents du parti qui décideraient. On n'arrive pas trop à comprendre. Effectivement, c'est plutôt étonnant, alors que Valérie Pécresse, elle, aurait préféré des primaires ouvertes à tous les sympathisants de droite et que, visiblement, elle n'a pas effectivement emporté gain de cause. Pour revenir à Xavier Bertrand, qui est un garçon extrêmement intelligent, c'est extrêmement curieux, puisque, a priori, il n'avait pas le parti. Il l'a quitté quand même en claquant la porte en 2017 parce que Laurent Wauquiez, qui en avait été le chef, avait refusé de prendre parti entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen entre les deux tours. On sait aussi qu'il avait des bisbilles, des petits contentieux, des frottements avec Nicolas Sarkozy, excusez du peu. Et là, pour que Xavier Bertrand tout d'un coup se rallie à une sélection par le parti lui-même, c'est que les choses, il doit le sentir, ont évolué. Et on peut peut-être il peut peut-être penser qu'il a aujourd'hui toute une partie du parti, justement, les Républicains, peut-être même certains candidats
à la primaire, certains candidats LR, dont je ne citerai pas les noms, qui pourraient avoir son appui avant même un premier tour. Citez les noms. Voilà. Et vous en avez trop dit. Non, mais qui pourrait-il avoir? Valérie Pécresse, probablement pas. Monsieur Barnier, il y croit. Il y croit vraiment. Donc il reste Ciotti et Juvin. Par exemple. Et puis, pour terminer, le fait que peut-être Xavier Bertrand ose prendre les risques de se faire désigner par un parti qu'il a quitté et qu'il rejetait jusqu'à présent, c'est qu'il a été reçu avec les honneurs par ce Nicolas Sarkozy avec qui il était en difficulté depuis au moins 2012. Nicolas Sarkozy qui l'a... Ça ne veut pas dire aussi qu'ils ne se sont peut-être pas assez forts pour se passer de ce soutien-là? Oui, en tout cas, on voit bien qu'il y a à la fois un casse-tête, il faut bien le dire, à LR et un double paradoxe. Le casse-tête, c'est qu'effectivement, le match n'est pas plié. Même s'il a de l'avance, Gilles vient de le dire à juste titre, il a des avances sur les items traditionnels de la droite, notamment, mais c'est vrai qu'il y a un sujet dans cette étude qui distingue d'ailleurs les sympathisants de droite et les sympathisants LR, parce que les 15 000 sondés sont ceux qui se considèrent sympathisants de droite, mais il y a dedans 3 000 sympathisants de LR qui sont distincts. Et quand on regarde de près, on voit que Valérie Pécresse fait un score quasi égal à lui quand il s'agit du cercle plus restreint. Et il y a un double paradoxe, c'est Valérie Pécresse qui, comme le disait qui voulait élargir le cercle pour le voulait élargir à une primaire ouverte est meilleure, d'après ce sondage. Donc on a du mal à comprendre en gros la stratégie des deux principaux candidats ce soir. Il y a un sujet important pour nos téléspectateurs, c'est que dans 2 jours, samedi, va être décidé par les membres et les adhérents de LR, qui sont 80 000 environ, sont consultés numériquement à partir de vendredi soir jusqu'à samedi soir pour dire qu'est-ce qu'on fait. Quelle procédure, quel départage, quelle méthode. Ils votent pour savoir comment ils vont voter. Exactement. Rappelons que les primaires ouvertes sont dans les statuts actuels, voulus par la plupart des adhérents, qui il y a quelques 7-8 ans étaient 200 000. Aujourd'hui, ils sont 80 000. Donc on voit bien qu'il y a une différence. Alors, aussi congrès ou primaire, en tout cas, Valérie Pécresse ne choisit pas, elle acceptera les deux. Moi, depuis le début, je dis qu'il faut qu'on joue collectif. Oui, mais vous voulez une primaire ouverte. Vous voulez une primaire ouverte. Si c'est une primaire fermée aux simples militants, réservée aux simples militants LR, est-ce que vous irez ou pas? Monsieur Soto, moi, j'ai plaidé pour une primaire ouverte parce que ça élargit la droite et que plus on s'élargit, plus on rassemble. Mais si les militants qui décident, qui sont souverains, décident d'une primaire fermée, j'irai aussi. Moi, j'ai toujours été pour la primaire et pour le rassemblement. Et j'ajoute qu'un sportif ne choisit pas les règles du jeu. Quand on part pour gagner les Jeux Olympiques, on fait avec les règles du jeu qui sont choisies. Jean-Philippe Moinet, vous disiez elle a changé d'avis. On voit qu'il y a un changement d'avis sans doute lié à cette consultation IFOP pour les Républicains, sachant qu'elle met aussi au pied du mur son challenger, qui est pour l'instant le favori, qui est Xavier Bertrand, sur le thème « Si vous êtes sportif, on accepte les règles du jeu ». Et lui, il dit depuis des mois qu'il ne veut pas de filtre, qu'il ne veut pas de primaire, surjouant la règle gaullienne du rapport entre le candidat et le peuple français. On voit bien que dans la culture de la droite républicaine a été instillée, à tort ou à raison, en 2016, une culture de la primaire qui peut être celle des adhérents. On verra samedi si les adhérents choisissent la primaire ouverte ou la primaire fermée. J'ai le sentiment, je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades de plateau, mais j'ai le sentiment que pour la première fois ce soir, il y a chez les LR un début de commencement de chemin. Les militants dans le sondage, parce que les militants vont voter pour savoir comment ils vont voter, mais on leur a aussi demandé leur avis dans le sondage. Dans ce sondage, on voit que massivement, les militants LR préfèrent une désignation restreinte. D'être les seuls, c'est normal. Des militants, vous leur demandez est-ce que vous voulez être les seuls à désigner votre candidat ou est-ce que vous voulez que tout un tas de gens qu'on ne contrôle pas et qui peut-être sont de gauche désignent leur candidat? Ils disent bah non, nous on préfère le désigner nous-mêmes. Donc on sent qu'à ce premier vote, les militants vont vouloir une désignation restreinte, une désignation, les seuls 80 000 militants vont voter. On sent que Xavier Bertrand l'accepte. La question était de savoir si Valérie Pécresse allait l'accepter. Sur le plateau de France 2, il y a un instant, elle a dit « oui, je l'accepte ». Donc là, on voit que quand même, il y a un mode de désignation, non pas consensuel, mais accepté par tous, qui se dessine. Donc les militants, comme dans les partis avant, comme c'était le cas au Parti socialiste avant que les primaires existent, les militants vont désigner leur candidat, donc un début de solution. Puis par ailleurs, on en parlera après dans l'émission, l'émergence d'Éric Zemmour qui fait baisser Marine Le Pen
se disent qu'ils vont peut-être le candidat qu'il va désigner, sur un malentendu, on ne sait jamais, il sera peut-être au deuxième tour, ce à quoi ils ne croyaient plus du tout depuis des semaines et des semaines. Donc c'est plutôt une bonne journée pour les Républicains, je trouve. Donc là, il y a un rendez-vous, c'est samedi prochain, premier congrès, pour décider de la suite. Mais est-ce que, Jeannick Halimi, on peut toujours imaginer qu'il n'y ait finalement ni primaire, ni congrès? On a entendu parler de négociations en interne entre Xavier Bertrand, enfin les équipes de Xavier Bertrand et les équipes de Valérie Pécresse. Est-ce qu'il y a des choses qui se trament en coulisses? Probablement, mais vous voyez ce qu'on est en train de dire, c'est que petit à petit, le périmètre de sélection se rétrécit et qu'on arrive de plus en plus au noyau dur du parti. Donc les tractations, si elles ont lieu effectivement entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, c'est parce que le parti, ainsi que ses caciques, ses militants et surtout ses cadres, et encore une fois, des personnalités telles que monsieur Nicolas Sarkozy, là, maintenant, ont tous les pouvoirs et ont tous les rênes en main pour définir non seulement, à mon avis, les règles du jeu, mais aussi désigner indirectement celui qui devra sortir du lot. Parce qu'encore une fois, pourquoi parlait-on de primaire jusqu'à présent ou de congrès? C'est parce qu'il n'y avait pas de candidat évident qui s'imposait. Là, les règles qui avaient lieu au sein de tous les partis avant que les primaires existent, notamment à droite, avant les primaires de 2017, reprennent fait et cause. Et quand on parle de sélection par les militants, c'est les sélections par le parti, c'est la sélection, encore une fois, par les apparatchiks, sans qu'il y ait, de ma part, une notion péjorative. Maintenant, c'est pas un compliment non plus, on s'en... C'est des gens qui tiennent quand même les rênes, effectivement, des instants d'organisation qui sont les piliers de la démocratie française. Et à mon avis, vous avez raison, il y a des pourparlers partout, entre Nicolas Sarkozy et les candidats, entre les candidats eux-mêmes et encore une fois, entre les deux candidats qui sont dans le peloton de tête et les 5 candidats, ils sont 5, qui sont en lice. Et on verra au bout du compte si véritablement il y aura une sélection ou pas, ou finalement s'il ne va pas avoir un ou une candidate qui va se dégager de par le fait du prince, quelque part. Alors, vous parlez justement de Nicolas Sarkozy. Il y a eu un échange intéressant hier à Calais. Je vous propose de l'écouter. Monsieur le Président, Xavier Bertrand est juste derrière vous. Qu'est-ce que vous souhaitez lui dire? Je me disais, je ne veux pas partir sans me dire au revoir. Bon, alors, si je m'inquiétais justement, excuse-moi, je ne savais pas que tu étais là. J'ai beaucoup d'amitié pour Xavier depuis très longtemps. Il a été pour moi un très bon ministre, un ami qui était fidèle à des moments qui étaient difficiles. La présidentielle, c'est la rencontre d'un destin, d'un homme, d'une femme, avec des Français. À lui de se faire entendre. Ça ne dépend pas de ce que peuvent dire les uns ou les autres. Moi-même, Jacques Chirac m'a beaucoup aidé. Jean-Philippe Moinet, c'est un soutien, un coup de pouce en tout cas de Nicolas Sarkozy. Un coup de pouce, coup de pied, parce qu'il peut y avoir une lecture deuxième degré du propos de Nicolas Sarkozy quand il rend hommage à Jacques Chirac, qui l'a beaucoup aidé. Souvenons-nous qu'il était candidat de rupture vis-à-vis de Jacques Chirac. Donc il y a un double langage là, de Nicolas Sarkozy qui sait très bien jouer du parrainage dont il se prévaut, qu'il faut aussi relativiser. Parce que souvenons-nous, au moment des primaires, il est arrivé 3e, avec un score de 20% de tous les électeurs du peuple de droite qu'il Mais quel serait quoi son soutien si, Et donc il a un rôle les quand militants. même. Mais je voudrais juste revenir sur un point, c'est que la compétition de 3 personnages est engagée. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier, qui me semble à ne pas sous-estimer. Comme François Fillon apparaissait en septembre 2016, 3e, et tout le monde parlait des favoris, le duel Sarkozy-Juppé de l'époque. Et là, il y a un 3e homme qui s'appelle Michel Barnier. Dans le sondage de mercredi, Gilles, on voyait que stature présidentielle, il fait jeu égal avec Xavier Bertrand, et sur la capacité à rassembler l'électorat de droite, il fait jeu égal quasiment avec lui. Ce qui veut dire que d'ici le 4 décembre, date d'un prochain congrès des Républicains, où pourrait se jouer finalement la décision finale. Et donc peut-être le vote, si c'est un vote restreint aux adhérents. 2 mois de compétition, il peut se passer beaucoup de choses entre les 3. Xavier Bertrand est favori, il a des longueurs d'avance, mais on voit que derrière, il y a 2 personnalités qui vont jouer des coudes et sans doute exister davantage. Donc
Je pense qu'on ne peut pas préjuger aujourd'hui. C'est encore plus ouvert. Je pense que c'est ouvert, y compris pour Michel Barnier. 3 choses sur ce qu'on vient de dire. D'abord, Michel Barnier, il a un avantage, Michel Barnier, c'est qu'il n'a jamais quitté le parti. Valérie Pécresse. Parce qu'on dit toujours que Xavier Bertrand a quitté le parti, on le dit moins que Valérie Pécresse a quitté le parti. Mais elle aussi a quitté le parti. Alors certes, elle a été applaudie, ce qu'on a montré là où Xavier Bertrand a été sifflé. Mais elle était chez elle en Ile-de-France. Oui, mais donc elle est libre, elle a quitté le parti. Xavier Bertrand a quitté le parti. Celui qui ne l'a jamais quitté, bien qu'il ait été proche un moment de Macron quand ils géraient ensemble le Brexit, c'est Barnier. Michel Barnier a toujours été républicain et j'ai déjeuné avec un très haut responsable, enfin j'ai vu 2 très hauts responsables LR cette semaine, tous m'ont dit si on votait demain et que c'était les militants, peut-être que Barnier serait désigné. Donc Jean-Philippe n'a pas tort, Michel Barnier qui est rentré en campagne tard et qui a encore 2 mois de campagne à faire, a une chance parce qu'il a la fidélité et puis il a, par son âge, par son expérience internationale, il a cette stature présidentielle. Pour les négociations dont on parlait, vous avez demandé à Jannick s'il ne pourrait n'y avoir qu'un candidat. Effectivement, les informations que Julien Nény, qui suit les Républicains pour la rédaction de France Télévisions, a eues cet après-midi, c'est que les 2 candidats, là pour le coup Pécresse et Bertrand, se mettraient d'accord pour se dire le Congrès c'est encore dans longtemps, c'est en décembre, on a encore le temps de se départager et que celui qui est derrière, eh bien, se retirerait pour que devant le Congrès, il n'y ait qu'un candidat. Alors les entourages, évidemment, nient, parce qu'ils ne veulent pas laisser entendre, à partir du moment en politique où on laisse entendre qu'on est prêt à se retirer, c'est terminé, mais enfin, c'est pas ce que vous avez dit n'est pas impossible qu'à la fin, devant le Congrès, c'est une tradition gaulliste aussi, c'est rare qu'il y en ait un qui soutienne l'autre. Puis 3e point, après je termine, concernant Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il a le choix entre 2 cauchemars. C'est soit il favorise l'élection d'Emmanuel Macron, on a dit que c'était possible, et donc il aiderait Macron à faire ce que lui n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire à faire 2 mandats. Pour Nicolas Sarkozy, ça a été une immense humiliation de ne pas être réélu, d'aider quelqu'un à être réélu là où il a échoué, c'est compliqué. Mais on sait aussi que Nicolas Sarkozy tient en assez piètre estime tous ces concurrents-là. Il pense que c'est le meilleur à droite, ce qui n'est pas complètement faux entre nous, que c'est le meilleur à droite et qu'aucun de ceux-là ne lui arrive à la cheville. Donc voilà, soit il fait élire quelqu'un, il aide quelqu'un à être élu qu'il ne trouve pas très bon, Pécresse ou Bertrand, soit il aide Macron à faire 2 mandats, et dans les 2 cas, c'est compliqué pour lui. Jannick Halimi, je voudrais rebondir sur tout ce qui a été dit. On l'a dit, on le répète, l'heure des tractations est arrivée. Il ne faut plus essayer d'imaginer lequel est le plus populaire, lequel est le moins populaire, etc. Là, c'est l'homme ou la femme qui plaira le plus, encore une fois, je le répète, aux partis, aux militants, mais surtout à l'appareil et à des personnalités tutélaires, en l'occurrence Nicolas Sarkozy. Donc, effectivement, on risque de voir, comme vous le disiez, Gilles, une personnalité se présenter devant le Congrès. Et je vous dis, il y a, au-delà de Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, et peut-être M. Barnier, vous avez raison qu'il ne faut pas oublier, il y a des personnalités comme encore une fois, je le répète, M. Juvin et M. Ciotti, dont on dit qu'ils pourraient prendre fait et cause avant ce congrès ou même avant la primaire, lorsqu'elle était encore dans les limbes, en faveur de Xavier Bertrand. Quant à Nicolas Sarkozy, effectivement, c'est un dilemme. Je suis d'accord avec Gilles pour savoir qui il va choisir. Sauf que, à mon avis, entre Emmanuel Macron, dont on sent envers qui il a quand même quelques connivences, quelques intérêts, vision commune. Il lui a encore donné un coup de chapeau à Nicolas Sarkozy, à Emmanuel Macron à propos de l'affaire des sous-marins. Voilà. Il trouve que l'Élysée est plutôt bien occupé, qu'il y a du niveau. Il y a du niveau, sauf que dans une présidentielle, voyez-vous, il y a deux tours, Gilles. Souvenez-vous, je pense que dans un premier temps, Nicolas Sarkozy fera un choix au sein des candidats des LR. Et connaissant Nicolas Sarkozy, et en revoyant ce qui vient d'être dit à Calais, encore une fois, c'était des gens qui ne se parlaient presque plus, Xavier Bertrand et Nicolas Sarkozy. En 2012, Xavier Bertrand a été absent de la campagne Nicolas Sarkozy que Nicolas Sarkozy a perdu face à Hollande. Et pendant la primaire de 2017, Xavier Bertrand a choisi François Fillon. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles ces gens-là ne s'entendent pas. Et pourtant, Nicolas Sarkozy a encore une fois complimenté, appelé M. Xavier Bertrand mon ami fidèle, mon cher ami. C'est quelque chose d'important. Pourquoi ? Oui, Je pense que Nicolas Sarkozy voit qu'effectivement, dans un premier temps, Xavier Bertrand semble le seul à pouvoir se différencier et d'Emmanuel Macron et
de Marine Le Pen. En tout cas, de concurrencer, pardonnez-moi, Marine Le Pen grâce à sa fibre un peu sociale. Donc je pense, ça pour le coup, moi, je crois pas. Je n'ai pas d'informations. En revanche, je finis là, lors du second tour, où on peut penser, attention, hein, mais vous parlez des présidentielles ou des élections? Je parle de la désignation, là, vous parlez, ou des présidentielles? Je parle de la désignation du candidat LR pour le premier tour de la présidentielle. Je pense que ce dilemme-là de Xavier Bertrand, il ne l'a pas, et il choisira de toute façon un candidat LR qui, à mon avis, pourrait être Xavier Bertrand. Alors et maintenant, ses accointances et ses connivences avec Emmanuel Macron, il aura peut-être la possibilité de les manifester lors d'un second tour. Pour l'heure, le choix revient aux militants et on en a un justement avec nous ce soir. C'est notre observateur Étienne Fourmont. Je rappelle que vous êtes agriculteur à Viré en Champagne. Vous êtes donc un électeur de droite. Est-ce que vous avez un favori pour cette primaire ou ce congrès? Oui, j'ai plutôt un favori parce que j'accorde beaucoup d'importance à la stature d'homme président, enfin de président, à l'aura qu'il peut avoir, à l'expérience qu'il peut avoir. Donc forcément, pour moi, je pense que le mieux placé pour être président chez les LR, ça reste Michel Barnier, qui a l'expérience et la stature d'homme présidentiel. Et je vois depuis 2 ou 3 mandats, on n'a quand même pas eu des présidents qui ont une grosse stature d'homme présidentiel. Et je trouverais important de remettre ça en avant. Même ça fait peut-être un peu vieille école, mais pour moi, ça reste important. Et alors, qu'est-ce que vous feriez si c'est Xavier Bertrand qui est désigné? Puisque là, il a une petite avance. Bonne question. Honnêtement, j'aviserais le moment venu Xavier Bertrand. Enfin, je suis désolé, mais quand j'avais pas vu l'extrait avec Nicolas Sarkozy qu'on vient de voir, quand il est à côté de lui, il fait, alors ça va peut-être être péjoratif, mais il fait tout petit et on sent qu'il s'est mis un petit peu il se met en retrait très vite, j'ai l'impression. Enfin, d'autres hommes politiques, il se met en retrait. Il a l'air moins, je sais pas, moins vaillant, moins politique que les autres et je trouve que en plus ces discours depuis quelques mois voire un an où il essaye de prendre une posture, de se mettre chef d'État avec ça lui va pas, Bon, donc c'est pas votre candidat, on l'a compris. Est-ce que vous serez déçu s'il n'y a pas de primaire? Non, pas du tout. Non, s'il n'y a pas de primaire, je ne serais pas déçu parce que la dernière primaire, malheureusement, même si le choix du candidat s'est fait dans des bonnes conditions et ça s'est très bien passé, c'est après que ça a été dommage. Mais s'il n'y a pas de primaire, non, du moment qu'il y ait vraiment un candidat qui ressort et qui est tous les autres derrière lui, on va dire, quoi, qui représente la droite. Mais honnêtement, voilà. Merci beaucoup, Étienne Fourmont. On continue la discussion, justement, vous l'avez entendu au plateau, oui. Oui, on se demandait comment sortir un candidat. Donc, il y a les sondages ou les membres du Congrès LR. Donc, on imagine c'est la deuxième hypothèse. Et dans ce cas-là, je pense que, contrairement à ce que analysait Yannick tout à l'heure, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui font que Nicolas Sarkozy peut et va sans doute temporiser, en tout cas, tarder pour prendre position. La première, c'est qu'il y a 2 mois, entre guillemets, de campagne interne à ce milieu LR ou apparenté, ex-LR, et qui fait qu'il n'y a pas un champion qui a écrasé le match, et donc il n'y a aucun intérêt pour Nicolas Sarkozy de prématurément prendre position pour un ou pour une autre. La deuxième, c'est une considération plus générale pour l'opinion publique en général, qui est très loin encore d'être dans le contexte de la présidentielle. Et l'entrée pour le public français dans l'intérêt réel pour la présidentielle va être tardif et sera de plus en plus tardif d'ailleurs. On le voit par rapport aux élections présidentielles précédentes et sans doute pas avant janvier, février, où là, il y aura une cristallisation de l'opinion sur les candidats en présence et c'est là que se produira la vraie bataille présidentielle. Et c'est peut-être à ce moment-là seulement, et donc bien après le 4 décembre, congrès futur de LR, que Nicolas Sarkozy pourrait prendre position. Et troisième élément, ça a été dit là en revanche, c'est qu'il y a, c'est vrai, une sorte d'équidistance bien entretenue par Nicolas Sarkozy lui-même entre Emmanuel Macron. On voit que les relations ont été entretenues ô combien, y compris par Brigitte Macron au départ, mais après par Emmanuel Macron lui-même, notamment pour des instants mémoriels, par exemple, ou pour des missions à l'étranger pour l'ancien chef de l'État, et les candidats de LR qui, encore pour
encore pour l'instant, sont plutôt en position de fragmentation que de réunion. Alors, on parle beaucoup de Nicolas Sarkozy ce soir et on n'est pas les seuls à en parler. Je vous propose d'écouter Valérie Pécresse. Il m'a dit « Sois toi-même ». Sois toi-même, montre-toi tel que tu es. Il vous a dit « sois toi-même », mais est-ce qu'il vous a dit « je te soutiendrai » Moi, j'ai la conviction que Nicolas Sarkozy soutiendra le candidat de sa famille. Mais il ne vous a pas dit « c'est toi ». Il ne vous a pas dit « Valérie, moi je suis derrière toi ». Il m'a dit « bats-toi ». Et on verra. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Mais c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie et c'est ça la vie politique. Et Valérie je sais Pécresse. que Nicolas Sarkozy, j'allais dire, a de l'estime pour le combat que je mène. Donc pour le moment, match pareil, égal, chacun peut se vanter d'avoir une sorte de semi-soutien de Nicolas Sarkozy. Moi, je suis d'accord avec Jean-Philippe. Je pense qu'il ne prendra pas parti avant la désignation. Une fois que le candidat est désigné, il ne pourra pas faire autrement que soutenir le candidat de sa famille politique. Donc, il le soutiendra. Je pense qu'il œuvrera en sous-main pour qu'il n'y ait pas de match et pour que l'un des deux se retire pour l'autre. Alors, peut-être que sa préférence va à Bertrand, j'en sais rien. Mais je ne pense pas qu'il prendra parti publiquement avant la désignation. Après, il le soutiendra. Jean-Philippe disait tout à l'heure que son soutien ne valait plus tripette parce qu'on avait vu ce qu'il en était pour les élections. Pour relativiser. Mais tu n'as pas tort. Mais si c'est les militants... Pas dit qu'il ne valait pas tripette. Sur 2 millions, s'il y a 3 millions, 4 millions de votants aux primaires de la droite. Il y avait 4 millions de votants, évidemment, ça compte moins. Si c'est les 80 000 militants qui votent, sur les 80 000 militants, t'en as quand même une bonne moitié pour qui Nicolas Sarkozy est le dernier à leur avoir fait gagner une élection présidentielle, qui ne sont pas désarkoïsés complètement. Et je pense que... Son poids est inversement proportionnel exactement, à l'ampleur du panel. Plus l'électorat est réduit, plus son poids compte. De toute façon, ils vont tous, selon l'expression en vogue, ils vont tous baiser la babouche rue de Miroménil. S'ils le font, c'est parce qu'ils savent que c'est important. Et que, voilà, si c'est les militants... Même une neutralité bienveillante sera... Si c'est restreint, le soutien de Sarko comptera. Alors on va élargir un petit peu la discussion dans un instant. Juste une dernière réaction, Jannick Halimi. Non, mais je suis contente que mes confrères soient d'accord avec moi. Je n'ai jamais dit, même s'ils le disent au contraire, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Je n'ai jamais dit que Nicolas Sarkozy allait prendre fait et cause avant un congrès ou avant une primaire de façon publique. J'ai bien parlé de tractation, d'autant plus importante dans la coulisse qu'on se dirige vers un congrès et donc une décision prise par des militants dans le cercle le plus large du terme, mais surtout, encore une fois, par les hommes de l'appareil et par les figures tutélaires telles que Nicolas Sarkozy. Mais je n'ai jamais dit que Nicolas Sarkozy allait prendre fait et cause en public. Dernier point, très rapidement, je ne suis pas sûre que les LR aient le temps quand même pour désigner leur... Je suis d'accord pour dire que la campagne, surtout qu'on est encore en période de crise, n'oublions pas, sanitaire, je veux dire, que la campagne véritablement pourrait démarrer une fois déjà qu'Emmanuel Macron également présentera sa candidature officielle, même si évidemment c'est un secret de polichinelle, mais elle devrait démarrer comme toujours, que fin décembre, janvier, voire février. Je suis tout à fait d'accord. Mais attention, les LR aujourd'hui sont les seuls à n'avoir pas désigné de candidat officiellement. Enfin, sauf les Verts, mais qui vont le faire mardi prochain. Mardi soir, à 17h30, on saura qui de Mme Rousseau, Sandrine Rousseau ou de... À gauche, il reste aussi du monde... Mais Mélenchon est candidat. Mélenchon, on sait que c'est non, on sait que c'est Hidalgo. On sait que c'est Hidalgo qui a été également désigné ou qui va l'être par un congrès. La gauche, l'expertise socialiste, a également abandonné le principe des primaires. La droite est deuxième point, bien sûr, à Marine Le Pen. Et deuxième point, pour que les LR aillent très vite, je pense que ça va être le sujet de votre plateau d'après, c'est qu'ils ont un autre candidat à droite qui les grappille, qui les fragmente, comme vous disiez, qui prennent quelque part un peu de part de marché électoral, certes au RN, mais au LR, c'est la poussée, temporaire ou pas, personne ne le saura, d'Éric Zemmour. Oui, justement, effectivement, le temps va peut-être presser pour la droite, puisqu'on a ce sondage, Odoxa L'Obs, qui a été publié aujourd'hui. Plusieurs enseignements, Gilles, notamment pour les intentions de vote au premier tour. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce sondage? Alors déjà, un commentaire général. Là, on a mis les candidats, si on peut le revoir, on a mis les candidats dans l'ordre, et il n'y a pas de candidat de gauche. Enfin, il y a Emmanuel Macron qui n'est ni d'un côté de l'autre. Ensuite, on a dans l'ordre Marine Le Pen, Xavier Bertrand, Éric Zemmour, et c'est la même chose si c'était Valérie Pécresse. Donc la gauche a complètement disparu du paysage politique des personnages de tête. Quand on regarde qui arrive en tête pour une élection présidentielle, c'est un homme de droite, deux personnes d'extrême droite et un centriste. Deuxième chose,
Les enseignements, c'est que, on le voit, la candidature d'Éric Zemmour qui s'installe, parce qu'il y a ce sondage-là, mais cette semaine, il y a eu plusieurs sondages, et maintenant, il est partout entre 8 et 10. Alors, les sondeurs se sont beaucoup trompés pour les élections régionales. Il faut le répéter, un sondage, c'est une photographie. Maintenant, ça ne veut pas dire, Yannick a raison, ça ne veut pas dire que c'est ce qui se passera en même. Aujourd'hui, à l'évidence, Éric Zemmour s'installe. Quelque chose qui ne figure pas, mais qui est toujours très important pour les sondeurs, c'est les certitudes de choix. C'est-à-dire, vous dites que vous allez voter pour monsieur machin, à combien de pourcents vous êtes sûr de le faire? Éric Zemmour est le seul qui est à 80% de certitude de choix. Donc sur ces 10%, 80% disent « je suis certain, quoi qu'il arrive, de voter pour lui ». S'il est candidat. S'il est candidat. Donc s'il est candidat, aujourd'hui, numériquement parlant, cette candidature nuit à Marine Le Pen et arrange Xavier Bertrand parce que il prend pas de voix, Éric Zemmour ne prend pas de voix, ou très peu, aux candidats républicains. À un moment, on disait que c'était partagé. Bah non, il prend des voix à Marine Le Pen, qui était à 22, 23, 24, et dont on voit qu'elle est en train de passer plutôt en dessous de 20. Et son écart avec Xavier Bertrand est réduit. Il est de 3, 4, 5 points selon les enquêtes. Alors 10, 12 points, ça ne se rattrape pas. Mais 3, 4 points, s'il y a une dynamique, on sait que ce qui compte en politique, c'est la dynamique. S'il y a une dynamique, ça peut compter. Et on sait que s'il y a un deuxième tour, Macron, Bertrand ou Pécresse, c'est pas joué. Autant un deuxième tour Macron-Le Pen, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je pense, ça n'engage que moi, que Macron l'emporterait. Autant un deuxième tour Macron contre un candidat républicain, c'est pas joué. Donc Zemmour, on emploie souvent une expression qui est l'idiot utile. En ce moment, Éric Zemmour est l'idiot utile des Républicains parce qu'il peut le permettre, alors qu'il partait de très loin, il peut leur permettre de revenir dans le jeu. Voilà, j'ai été long. Vous parliez du second tour. Ce sondage, il donne aussi les intentions de vote pour le deuxième tour. Ce sondage, donc, Odoxa Lobs, qui a été publié aujourd'hui. Au second tour, selon ce sondage, Xavier Bertrand plafonne à 15%, tandis que Éric Zemmour confirmerait sa percée. Non, pardon, ça c'était pour le premier tour, parce que ça, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc Emmanuel Macron s'imposerait, que ce soit face à Marine Le Pen ou même... scénario donc encore improbable, mais pas non plus totalement impossible, même face à Xavier Bertrand. Oui. Voilà, donc pour les enseignements de ce sondage, je rejoins, avec toutes les précautions qu'on a rappelées tout à l'heure. Gilles, sur un point, c'est l'extrême volatilité de l'électorat. Souvenons-nous, septembre 2016, grand favori Alain Juppé, janvier 2017, grand favori François Fillon. Résultat, on le sait, la montée progressive d'Emmanuel Macron qu'on mettait en septembre. Donc, en comparaison au jour d'aujourd'hui, autour de 14-15% dans les intentions de vote de septembre 2016. Premier point. Deuxième point, la bulle médiatique qui fait beaucoup parler d'Éric Zemmour, sans doute le fait d'une attraction, d'une innovation dans l'offre politique qu'il représente, par aussi les faiblesses de Marine Le Pen, qu'il en creux, même pas en creux, explicitement met en exergue sur le thème « Elle ne sera jamais présidente de la République ». Ils sont beaucoup à le penser, mais lui, il le dit tout haut. Et il contourne Marine Le Pen sur son extrême droite, alors qu'elle tentait de banaliser ses positions sur certains sujets. Exemple, islam incompatible avec la République, thèse Jean-Marie Le Pen, Éric Zemmour. Ce n'est pas la thèse de Marine Le Pen. Deuxième exemple, le régime de Vichy a sauvé les Juifs de France, parce que jamais Marine Le Pen, peut-être contre ses convictions, n'aurait dit, en tout cas publiquement, et ça rejoint encore une fois l'axe idéologique Jean-Marie Le Pen, Éric Zemmour. Et donc tout ça pour dire qu'il y a un effet d'attraction par divers aspects qu'il a réussi intelligemment à capter pour faire aujourd'hui qu'il est à 8-10%. Mais je pense que les choses seront très différentes quand on sera encore une fois, et que les Français seront dans un contexte de décision sérieuse de qui sera le prochain président de la République. Et à ce moment-là, à mon avis, les choses sont bien différentes. Souvenons-nous, juste dernier point, 7 mois avant la présidentielle de 81, c'est très loin, Coluche faisait 11%. 7 mois avant la présidentielle de 2002, Jean-Pierre Chevènement faisait 14%. Il est arrivé à 5%. Donc attention aux effets conjoncturels d'attraction qui peuvent jouer à un moment donné et se déjouer assez vite dans quelques mois. Pour Macron, on disait tous la même chose, et ça a été l'inverse. On disait il n'a pas de parti, il ne peut pas être élu, etc. Alors évidemment, je ne compare pas Éric Zemmour à Emmanuel Macron. Oui, il avait une expérience d'État que n'a pas... Non, mais d'accord, mais
en 2007, cette volatilité a profité à l'outsider. Donc il n'est pas du tout sûr que cette fois-ci, elle nuise à l'outsider. En tout cas, pour le moment, Éric Zemmour semble nuire à Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour contrer son... Moi, je vous prie de m'excuser. Oui, elle nuit à Marine Le Pen. On voit dans les sondages cette candidature probable et certaine d'Éric Zemmour. Mais je ne suis pas sûre que, contrairement à ce qui vient d'être dit, que cette concurrence permette de plier le match, enfin d'inverser la donne pour le second tour. Premièrement, Éric Zemmour, certes, monte dans les sondages, mais attendons de voir le candidat véritablement lorsqu'il aura mis son programme sur la table. Pour le moment, on parle de Zemmour, mais Zemmour, c'est comme en amour. En amour, il n'y a que des preuves d'amour. Zemmour, il n'y a que des preuves de Zemmour, si je puis dire. Toi, tu dis Zemmour et pas Zemmour. Ben, je ne sais pas, ça dépend des moments. Donc, plus sérieusement, lorsque Éric Zemmour, Éric Z, mettra son programme sur la table et qu'on, véritablement, peut-être que Jean-Luc Mélenchon le fait d'ailleurs, le provoque, si je puis dire, enfin, l'interpelle sur ces sujets-là, pardonnez-moi, sur une chaîne concurrente. Je vois pas du tout je vois pas ce dont vous parlez. Voilà, enfin bon... Voyons le chiffrage, voyons la cohérence du projet d'Éric Zemmour. Il peut avoir, comme vous le dites, une dynamique une fois que la candidature sera officielle dans le sens d'Éric Zemmour. Il peut avoir aussi tout le contraire. Et deuxième élément, encore une fois, je pense qu'Éric Zemmour, certes, dans les sondages qu'on voit, bouscule effectivement, pour toutes les raisons qui viennent d'être dites. Je suis d'accord avec vous, Madame Marine Le Pen, mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'elle bouscule aussi le camp LR. Si Éric Zemmour a profité, a monté dans les sondages il y a 2 semaines, c'est parce que aussi il y a eu un vide à remplir du côté des LR. C'est juste... au moment où Laurent Wauquiez et d'ailleurs Bruno Retailleau, qui sont de la droite radicale au sein des LR, ont décidé de ne pas se présenter à la présidentielle. C'est pas faux. Voilà, c'est gentil, c'est même factuel. Et qui deuxièmement, pardonnez-moi... Pour abonder dans votre sens, qui fait que les candidats LR ont plutôt plafonné depuis 15 jours, 3 semaines, autour de 14-15%. Xavier Bertrand, par exemple, n'a pas progressé depuis la candidature. Exactement. Donc, il y a un effet plafonnement du fait d'Éric Zemmour quand il y en a un plafond, Xavier Bertrand plafonne et Marine Le Pen, dans toutes les enquêtes, elle perd 4 ou 5 points. Dans toutes les enquêtes, Gilles Bornstein également, toutes celles qu'on peut décliner depuis des mois et qu'on décline encore aujourd'hui avec tous les scénarios possibles et imaginables, à gauche, à droite, à l'extrême droite, Madame Le Pen est toujours au second tour. En revanche, dans certains scénarios, la poussée d'Éric Zemmour peut empêcher tout à fait le candidat ou la candidate LR d'être présente au second tour. Donc s'il y a un pouvoir de nuisance réel, à mon avis, définitif et déterminant, c'est plutôt à l'heure qu'il est, sur le candidat ou la candidate LR sur Marine Le Pen. Bousculée tout de même par Éric Zemmour et Marine Le Pen qui est un peu aussi bousculée même par son cercle le plus proche. Éric Zemmour est quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie, vous le savez, enfin je veux dire, c'est pas un secret pour personne qu'on se connaît, qu'on se voit, qu'on se fréquente. Vous imaginez, la situation est un petit peu délicate pour moi puisque évidemment je me suis toujours engagée à ne pas vouloir d'une quelconque manière nuire à la campagne de Marine Le Pen. C'est pas mon objectif dans la vie, donc je me suis donné comme, on va dire, discipline de ne pas intervenir dans la campagne, de ne pas commenter les propos des uns ou des autres. Voilà, donc Marion Maréchal qui s'exprimait depuis la Hongrie où elle est présente à un séminaire anti-immigration auquel Éric Zemmour va participer également. Oui, alors c'est l'espèce de congrès du grand remplacement. Il y a Éric Zemmour, Marion Maréchal Le Pen et Viktor Orban qui vont parler ensemble du danger du danger de l'invasion auquel on serait confronté, c'est dire les proximités idéologiques. Je trouve quand même cette séquence terrible pour Marine Le Pen. On sait qu'elle n'était pas soutenue par sa nièce, mais il y a des doutes. Jean-Philippe le disait tout à l'heure. Éric Zemmour, il sème le doute sur la capacité de Marine Le Pen à être jamais président de la République. En gros, il dit qu'elle ne sera jamais président de la République, et puis de toute façon, son programme est insuffisant. Sa propre nièce, en refusant de prendre parti entre les deux, valide d'une certaine manière ce que dit Éric Zemmour. On savait qu'elle ne voulait pas faire campagne contre elle, mais jamais elle ne n'avait dit qu'entre elle et quelqu'un d'autre, elle ne prendrait pas parti. Là, elle dit très clairement, non, Zemmour, Marine Le Pen, je ne vois pas pourquoi je prendrais parti, et je trouve, on sait que les militants
du Rassemblement national, en tout cas les sympathisants du Rassemblement national et la droite des sympathisants RN subissent un très fort pouvoir d'attraction, sont très attirés par Marion Maréchal Le Pen, je pense que ce sont des propos délétères pour Marine Le Pen. C'est vrai. Et puis, il faut rappeler qu'il y a une connivence, une complicité entre Éric Zemmour et Marion Maréchal Le Pen depuis longtemps, que c'est dans le cadre de son mouvement, son club en tout cas, à Marion Maréchal, que Éric Zemmour a pris des positions extrêmement radicales, d'ailleurs au point de dire que sa référence n'était pas la République, mais la France d'avant la République, donc d'avant la Révolution française. Et il y a un axe, effectivement, Marion Maréchal, Éric Zemmour, et Marion Maréchal, comme Éric Zemmour, ont pour référence antérieure celle de Jean-Marie Le Pen plus que celle de Marine Le Pen. Et donc, on voit bien qu'il y a une ligne de clivage qui traverse la famille d'extrême droite. Et pour revenir à l'analyse précédente de Yannick, c'est vrai qu'il y a un effet d'Éric Zemmour, c'est de fragmenter à la fois l'extrême droite et une partie de la droite de LR en tout cas. Et ce qui fait qu'il participe à une sorte de brouillage généralisé de cette famille-là qui pèse quand même au total pas loin de 25-30%. 30%, plus. Tranquille. Oui, Yannick, vous êtes d'accord, ça fragmente encore plus cet électorat-là? Oui, non, ça fragmente, je l'ai dit, ça fragmente les RN et ça fragmente les LR. Pour qu'il y ait plutôt une fracture de la part d'Éric Zemmour, il faudrait qu'Éric Zemmour s'impose en tant que tel et qu'il monte encore dans les sondages et qu'il représente une véritable alternative à Emmanuel Macron, évidemment, au LR et au RN. On n'en est pas là. Mais pour revenir aux images de Marion Maréchal, effectivement, on serait Marine Le Pen, on aurait préféré avoir tous les soutiens possibles et imaginables, notamment de sa chère nièce. En revanche, là où je mettrais peut-être un bémol avec un point d'interrogation, tout ça est très frais, c'est que quelle est la meilleure... On savait que Éric Zemmour était évidemment à la droite de la droite. Inutile de redécliner tous les propos qu'il a tenus, les écrits nauséabonds qu'il a pu écrire, etc. Souvenons-nous. Bon, bref, il est de cette campagne présidentielle, du coup, c'est la radicalité qui va payer. Non, mais justement, c'est pour ça que je mets un bémol sur le fait que c'est un coup terrible porté à Marine Le Pen. Bien sûr que c'est pas quelque chose de véritablement positif dans un premier temps, je le répète, de voir sa nièce prendre plutôt plus ou moins implicitement parti pour Zemmour. Mais encore une fois, quelle meilleure façon que de pousser Éric Zemmour vers l'extrême droite avec un soutien tel que Marion Maréchal, pardonnez-moi. Merci. Or, on sait que quand on veut conquérir l'élection présidentielle, il faut les catégories, les classes moyennes et populaires, ce sur quoi Marine Le Pen est parfaitement ancrée. Donc, à mon avis, je pense que c'est un mauvais coup et un baiser de la mort plutôt porté à Éric Zemmour, sans qu'elle le veuille, Marion, qu'à Marine Le Pen. Merci beaucoup pour vos analyses, votre décryptage. Yannick Halimi et Jean-Philippe Moinet, merci d'avoir été avec nous ce soir. Dans quelques instants, Gilles, on sera avec notre invité politique, Bernard Kouchner. Tout à fait. De retour, alors. De retour, exactement. Mais tout de suite, la météo.